Tout est lié, tout est vivant, tout est interdépendant. C'est un départ que l'on fête aujourd'hui, celui de mon grand-père. La nouvelle s'est répandue très vite. Pour assister aux funérailles, les hommes sont venus de toute la vallée. C'est l'ensemble du quartier, tous les amis, les proches et la famille qui se regroupent dans la concession familiale et assistent à l'inhumation. À travers les chants et les danses, c'est le défunt que l'on célèbre. C'est aussi un moment privilégié pour communiquer avec les dieux et implorer leur protection. Commencé vendredi, les festivités ne se termineront que dimanche soir, très tard. Dans ces instants où les hommes se relient aux ancêtres totémiques et légendaires, ils créent une harmonie des êtres entre le monde animal et le monde végétal. Dans la culture camerounaise, le bien, c'est tout ce qui favorise, augmente la force vitale. Le mal, c'est tout ce qui la contrarie, la diminue. Ceux qui sont morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'ombre qui tremble. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. C'est mon ami, le poète sénégalais Birago Diop qui le disait. Je ne suis qu'un jeune adolescent, mais je sais que depuis des millions d'années, depuis que la vie s'est développée, mes ancêtres ont toujours su s'adapter pour survivre. Issus d'un même taxon, c'est-à-dire d'un même groupe d'organismes vivants, depuis des milliers d'années, la plupart des espèces ont évolué. Emblématiques du monde animal, les insectes ont su depuis toujours faire face aux évolutions géologiques. Confrontés aux aléas climatiques, ils sont parvenus à s'accommoder et se développer. Mais aujourd'hui, c'est l'effet de l'action humaine sur les milieux naturels qui les menace. Je m'appelle Hubert le coléoptère. Et ici, on m'appelle le coléoptère qui marche par terre. Tout est lié, tout est vivant, tout est interdépendant. Dans une approche comme on a, nous, évolutive, très évolutive, à la fois sur le long terme et le court terme, des écosystèmes qu'on aborde, il y a une question qui est un thème qui est tout à fait central, qui est celui de qu'est-ce qu'une espèce, d'où elle tient son origine et où elle va. Et ça demande de définir exactement ce qu'est l'espèce. Alors une espèce, c'est un peu en quelque sorte une sorte de continuum d'individus qui en théorie sont tous capables de se reproduire entre eux. Et en fait, quand on regarde sur un pas de temps plus long, donc là on est dans l'espace, le temps T, qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, si on regarde sur un pas de temps plus long, on voit bien que les espèces à la fois évoluent dans le temps, donc une même espèce va être à cette génération et la génération suivante, ce n'est plus la même composition génétique en quelque sorte. Et en plus, à travers des événements géologiques, climatiques, etc., on a des événements parfois sous forme de crise ou sous forme d'impact très fort des changements climatiques et biologiques qui font que l'espèce se transforme, peut se diviser en différentes unités qui vont petit à petit se séparer génétiquement au long des temps géologiques en quelque sorte. Et ce phénomène-là, c'est ce qui a créé le nombre d'espèces incroyables qu'on peut trouver aujourd'hui autour de nous. Et donc on se retrouve avec des entités qui ont divergé il y a quelques milliers ou dizaines de milliers d'années, et donc un phénomène d'émiettement des populations et des espèces. Et c'est un peu ça qu'on peut qualifier de spéciation. C'est l'émiettement d'unités originelles uniques. Le Cameroun est aussi surnommé l'Afrique miniature. La biodiversité y est très variée et abondante. Collines boisées, montagnes arrondies et terres fertiles s'éparpillent le long d'une grande chaîne volcanique, dominée au sud par le mont Cameroun surnommé le Char de Dieu, et au nord-ouest par le mont Oku. Avec 3011 mètres d'altitude, c'est le deuxième sommet de ce grand ensemble géologique de plus de 2000 km de long.
Créé à l'apparition de cette montagne, ce nouvel ensemble écologique est devenu une forêt, complètement isolée des autres forêts. Entre ces massifs, les hauts plateaux sont comme des corridors pour la distribution spatiale des espèces. Je suis sur une île continentale et forestière, comme une île au milieu de l'océan. Comment trouver mon chemin? Je vais devoir m'adapter pour surmonter tous ces obstacles et trouver le chemin de la vie. Voilà. Là, il fait encore un peu froid, ils sont complètement frigorifiés. Ça c'est aussi intéressant parce que c'est bon, faut faire gaffe, ça pique quand même. Les bourdons, c'est qui aiment bien les milieux assez froids. Et ici les xylocopes sont plus abondants, plus gros, plus diversifiés en montagne, là où il fait plus frais. C'est pas très agressif, mais c'est une question qu'on se pose, et en particulier donc avec l'avènement de ces outils moléculaires et puis d'une meilleure connaissance, d'une connaissance de plus en plus aiguë des parentés entre espèces, de leur généalogie, et en même temps de ce qu'ont été les crises et l'évolution de la planète Terre sur les derniers millions d'années en particulier. Une des questions importantes qui se posent aux biologistes, c'est quel âge peut avoir une espèce. En fait, est-ce que les espèces sont des éléments qui sont déjà présents dans leur état actuel depuis de nombreux millénaires, voire centaines ou peut-être même des millions d'années, ou est-ce qu'au contraire, du fait des phénomènes de spéciation qui pourraient être plus rapides que ce que l'on pensait il y a quelques dizaines d'années, on aurait à ce moment-là des espèces relativement jeunes. Et ça a été vraiment le corps de nos projets dans cette région. Grâce à ce système un peu particulier des montagnes, on est dans une région où on a donc des montagnes séparées avec des îlots forestiers séparés les uns des autres. On subit de plein fouet les événements des crises climatiques du Quaternaire. On espère avec ce système-là pouvoir dater l'apparition de nos espèces. Grâce au travail des chercheurs, on sait maintenant que certaines espèces sont beaucoup plus jeunes que ce que l'on imaginait il y a encore quelques années. C'est seulement après 20 à 30 000 ans que certaines espèces arrivent à se séparer et à en créer de nouvelles. La biodiversité, c'est la diversité de la vie. Et cette diversité est immense et fragile. Après 4 milliards d'années, les chercheurs vont en premier lieu devoir dresser un inventaire des espèces. Sur la route de la connaissance, les obstacles à surmonter sont nombreux.
Sur mon chemin, j'ai fait plein de rencontres, toujours curieuses, souvent mystérieuses et même parfois dangereuses. Je ne suis pas au bout de mes surprises, mais il me semble que la nuit ne va pas tarder. Pour poursuivre ma route, je ferais mieux de prendre un peu de hauteur. On est face à un monde biologique qui est extrêmement complexe avec des centaines de milliers d'unités qui sont les espèces. Et on est face à une crise de moyens humains pour pouvoir attribuer une identité à chacun aux spécimens qui nous parviennent, que nous collectons. Donc là, il y avait une vraie question, un vrai défi, comment rendre la définition de ces espèces la plus simple et la plus rapide possible. Et en fait, quand on a eu accès à des méthodes d'analyse de l'ADN très rapides et très performantes et peu coûteuses, on s'est dit qu'une solution serait effectivement de trouver un petit bout de gène. Et donc la séquence génétique étant un peu comme une phrase, comme une suite de phrases, on pouvait prendre dans cette feuille de texte une phrase et retrouver à l'intérieur la séquence des lettres. Et grâce à cette séquence, on a des éléments qui sont différents d'une espèce à l'autre. On a la même phrase, mais avec des mots et des lettres différentes. Donc ça nous permet à ce moment-là de distinguer chacune des espèces par sa séquence. Avec ça, donc, ça nous permet, quand on arrive à trouver un gène de cette nature, à l'identifier et à mettre en banque de données toutes les séquences, de pouvoir raccrocher l'identité d'une espèce à simplement une petite séquence de gènes. Il s'agit en l'occurrence de 500 bases d'ADN, donc 500 lettres en quelque sorte. Et ça permet comme ça d'attribuer un code qui finalement, quand on regarde comment on analyse le code génétique de l'espèce, ça s'apparente à des pics, à des barres, et ça s'apparente un peu au code barre comme celui que l'on utilise dans les supermarchés et autres pour identifier les articles que l'on va acheter en supermarché. Un nouveau jour se lève. Même si cela semble parfois chaotique, le vivant est toujours en mouvement. C'est une profusion d'espèces qui se partagent ce territoire. Mais au sein de cette nature en évolution permanente, aujourd'hui les hommes jouent un rôle majeur. Ils sont omniprésents. Par leurs actions directes ou indirectes sur les écosystèmes et les milieux, ils transforment en permanence les espaces et les paysages. Tout est lié. Tout est vivant. Tout est interdépendant. Je dirais que maintenant, depuis 4-5 ans, à travers les projets IFORA et C3A, on a créé une nouvelle dynamique de partenariat. Les gens nous connaissent. Maintenant, l'IRD est clairement identifié. Quelle est notre activité? On a eu une grande variabilité du climat, on l'avait un peu moins imaginé au départ sur les zones tropicales et en particulier sur le continent africain. Et là, je pourrais dire que ça a été vraiment des impacts importants des activités de l'IRD dans les années 80 qui ont été de développer des recherches en collaboration avec nos partenaires ici sur l'histoire climatique et l'histoire de la forêt en Afrique centrale. Et donc là, les équipes françaises ont vraiment été en pointe pour pouvoir déterminer, ça avait été l'histoire de la forêt. Et donc, les projets plus récents, comme le projet C3A, qui est un projet conjoint à l'ensemble des instituts français, CNRS, CEA, les universités, et aussi l'IRD, un rôle fondamental dans son installation en Afrique centrale, et de nombreux partenaires camerounais en particulier. Ce projet C3A a une grande ambition d'essayer de modéliser, de comprendre quelle a été l'évolution de la forêt au cours du dernier cycle climatique, quel a été l'impact des changements de climat, non seulement sur l'extension, mais aussi sur l'évolution en altitude des forêts. Et donc c'est l'état actuel de la recherche, c'est de voir l'histoire
d'évoluer sur cette histoire des plantes et aussi de comprendre comment les espèces animales ont réagi à cette histoire des écosystèmes végétaux. Donc ça, c'est vraiment l'un des grands enjeux de ce projet de ces 3 ans. Du fond de ma forêt, je les observe. Je les suis parcourir mon territoire de long en large. Ma forêt, ils me l'ont morcelée. De ci, de là, ils ont déboisé par petits bouts pour un champ de maïs, pour un peu de bois de chauffe. Comment m'en protéger? Comment éviter de me faire écraser? Autrefois de grande taille et présents de façon uniforme sur de grandes surfaces, les écosystèmes sont aujourd'hui découpés et morcelés par l'activité de l'homme. Dans ce contexte, la question qui se pose aujourd'hui aux biologistes, c'est celle de la circulation de l'information génétique entre les différents isolats de ces espèces. Dans un système anthropisé, quelle sera la réponse de la biodiversité ? De nouvelles spéciations sont-elles envisageables? Des dérèglements génétiques liés à des accouplements consanguins sont-ils concevables? Et alors il y avait, je pense que c'est ça, il y avait quelqu'un, plusieurs personnes qui à moi et Roger nous ont parlé, est-ce que vous avez vu le longicorde qui marche par terre? C'était devenu une plaisanterie alors entre nous parce qu'on n'en voyait pas ça. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Les hommes se retrouvent, ils échangent, ils commercent. On dirait une ruche en ébullition. Tout ce monde à nourrir. Ma forêt n'y suffira peut-être pas. Pour en revenir à ces problèmes de forêt, il faut noter ici que les forêts qui nous environnent sont véritablement l'un des derniers témoins, l'un des derniers vestiges de ce milieu en Afrique de l'Ouest. Et l'une des caractéristiques essentielles de cette forêt est qu'elle est une forêt communautaire. Elle a donc un statut qui n'est pas un statut de milieu protégé, mais un statut d'un milieu constamment utilisé et régulé par les activités humaines. Et ça montre bien aussi l'intérêt de ce type de forêt communautaire et sa grande fragilité. Parce qu'elle est aussi utilisée, on le voit beaucoup, comme une source de bois de chauffe. Elle va être utilisée aussi comme une source de bois utilisé dans l'artisanat local, la production d'objets en bois, et aussi à une exportation par les artisans d'Oku, une grande quantité d'objets manufacturés. C'est les communautés locales qui ont en charge la gestion et je dirais le maintien de cet écosystème forestier. C'est grâce à elle que l'un des produits phares économiques d'Oku, puisqu'il fait actuellement l'objet d'un projet de certification comme une appellation d'origine indiquée. Et bien, ce produit phare, c'est le miel blanc d'Oku, qui est un produit de très grande qualité, qui était resté un peu une production locale et commence à être de plus en plus connu à l'extérieur. Et donc on se retrouve maintenant face à une véritable gageure, puisque pour la production, ce miel se produit dans les zones de forêt. La plupart des ruches qui produisent le vrai miel blanc sont installées dans des clairières ouvertes dans le massif forestier. Et de même, les nectars qui sont utilisés par les abeilles sont issus d'essences forestières, qui se trouvent toujours au-delà de 2000 mètres d'altitude. Donc on a à la fois, pour la mise en place des ruches, on est obligé d'ouvrir la forêt, mais pour obtenir du miel blanc, il faut à tout prix conserver les essences forestières qui donneront les fleurs, qui vont donner
le nectar utilisé pour fabriquer le miel. Donc on a un véritable système dual. On a une dualité entre la volonté de vouloir ouvrir plus la forêt pour avoir plus de ruches et le fait que si on n'a plus de forêt, on n'a plus de miel blanc. Et ça va être un vrai questionnement qui va se poser dans les années à venir. Les insectes sont la plus belle illustration que l'on peut avoir de la biodiversité. Ils représentent les 3/4 des espèces vivantes et les chercheurs en découvrent de nouvelles chaque jour. Les coléoptères, quant à eux, sont environ 350 000 pour 1 million d'espèces connues et décrites à ce jour, c'est-à-dire à peu près le quart. Cette diversité, ce n'est pas seulement une diversité en chiffres, c'est aussi une diversité dans les modes de vie et dans les interactions avec toutes les autres espèces du vivant, animales ou végétales. Chaque espèce, quelle qu'elle soit, est un élément essentiel de l'écosystème. Les insectes sont des essentiels parmi les essentiels. Sans leur présence, rien ne peut fonctionner. Avec les insectes, de par leur grande diversité, leur disponibilité et leur taille, les chercheurs disposent d'un modèle fondamental pour leurs recherches. Mon grand-père est parti. Nous avons fêté son départ. Depuis des générations, nous avons fait face aux aléas géologiques et climatiques. Mais de toutes les épreuves, la plus récente est aussi la plus périlleuse. Les hommes sont partout. Nous devons maintenant partager les mêmes écosystèmes. De nos activités scientifiques, partant du simple inventaire de ce qu'étaient les éléments, les espèces vivant dans ces écosystèmes, maintenant avec le projet C3A, des études beaucoup plus dynamiques sur les réactions de ces écosystèmes et des espèces au changement climatique. Et ces études vont évoluer dans les années à venir pour mieux comprendre l'histoire de ces écosystèmes et répondre à une question fondamentale, c'est qu'y avait-il avant cette pression énorme de l'homme? Quel était le milieu originel? Comment a-t-il évolué aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il en restera dans l'avenir? Si j'en réchappe, peut-être arriverons-nous à évoluer ensemble. Tout est lié, tout est vivant, tout est interdépendant. Finalement, tout est toujours en mouvement.